Bonjour à toutes et à toutes, ici Monsieur Mario pour votre continu pédagogique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du coup méthodologie. On avait déjà vu les chiffres significatifs et moi je vais faire remonter un autre problème que vous avez du coup en chimie organique. Ce sont les fonctions chimiques, comment on reconnaît ces fonctions et aussi comment on nomme les molécules du coup qui portent de telles fonctions ou de telles ramifications, de telles chaînes secondaires, etc. Donc j'ai divisé cette méthodologie en deux. Là, les fonctions chimiques que je vous présente de la seconde jusqu'à la terminale, qui vont vous servir aussi dans le supérieur, parce que toutes ces molécules-là, vous allez les revoir, etc. Donc même si vous apprenez pas les fonctions par cœur, en vérité, elles finiront par rentrer d'elles-mêmes. Et dans une deuxième vidéo, du coup, je m'attaquerai à toute la nomenclature, donc tout ce qui est l'art de nommer une molécule, ou de dessiner une molécule à partir d'un nom, donc tout ce qui est la codification autour du nom d'une molécule organique. Allez, on y va. Du coup, première famille que vous avez ici, les alcanes. Donc, ce sont des molécules qui sont uniquement composées de carbone et d'hydrogène. Si vous avez X carbone qui se lie normalement 4 fois, vous savez que le carbone c'est vraiment le seul atome qui va pas aller plus loin que ça ou plus court que ça. C'est vraiment 4 liaisons systématiquement. Du coup, si vous prenez X carbone, bah, vous avez une chaîne carbonée linéaire par exemple. Chaque carbone est lié à 2 carbones, un à gauche, un à droite, sauf les deux du bout qui ont du coup 3 sites accepteurs de liaison. Bah, forcément, si vous avez X carbone, du coup, vous allez remplir la molécule de X hydrogène juste au-dessus et de X hydrogène juste en dessous. Donc, du coup, si vous avez X carbone, vous avez 2X hydrogène. Et pour fermer, du coup, la molécule, pour vraiment donner la quatrième liaison à chaque carbone qui est au bout, qui n'a pas de voisin de gauche ou de droite, par exemple, bah, vous allez mettre un hydrogène final, et donc du coup vous avez un hydrogène en plus à gauche, un hydrogène en plus au bout de la chaîne à droite, et ça fait du coup CX H2X plus 2. Voilà pourquoi la formule brute d'un alcane est CX H2X plus 2. Alors vous allez vous dire, j'ai pris quelqu'un d'aléatoire derrière sur mon fond d'écran. Non, non, ce monsieur s'appelle Akira Suzuki. C'est un très très grand chimiste japonais qui a été récompensé du prix Nobel en 2010 en même temps que monsieur Naigishi et que monsieur Eck pour des réactions de couplage pallado-catalysées. Ça veut dire qu'ils ont été catalysés par du palladium. Enfin, monsieur Suzuki l'a fait sur du palladium, il me semble que monsieur Eck l'a fait sur de l'étain, si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, ces trois messieurs en fait ont fait des réactions de couplage, donc du coup de création de double liaison CC, donc de l'augmentation d'une longueur de chaîne carbonée de manière artificielle, hein, grâce à en fait des réactions où vous mettez en jeu un catalyseur du coup qui est un métal de transition que vous récupérez à la fin et qui du coup appartiennent à des réactions assez importantes dans la chimie verte, donc dépourvu au maximum d'utilisation de produits dangereux pour la santé, néfastes pour l'environnement, et aussi du coup des réactions qui ne génèrent aucun déchet, et c'est ça qui est intéressant dans la chimie verte actuellement. Les alcanes du coup ils ont une formule brute en CXH2X plus 2 comme je l'ai dit, sauf si vous avez présence d'une double liaison, d'une triple liaison, ou d'un cycle. Alors pourquoi par exemple, une double liaison, vous allez voir que le carbone en fait va être lié 3 fois à un carbone, une fois avec une simple liaison à gauche par exemple, et 2 fois avec une double liaison à droite ou inversement, hein. Mais du coup, un carbone qui est lié 2 fois à un même atome de carbone, du coup aura un site en moins, une liaison en moins disponible pour accueillir un hydrogène. Et du coup, par symétrie, le carbone à qui il est lié 2 fois, lui aussi va avoir la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a un site en moins pour accueillir un hydrogène. Et donc dès lors que vous avez une double liaison, vous avez dans la formule brute la disparition de 2 hydrogènes. Et c'est pareil pour une triple liaison, sauf que vu qu'on a 2 liaisons supplémentaires, c'est 4 hydrogènes en moins. Et la présence d'un cycle, c'est pareil. Reprenez l'exemple de la chaîne carbonée linéaire. Et bien si au lieu de mettre des H terminaux, je mets en fait en boucle, si je ferme en fait la boucle de ma chaîne carbonée, et bien mes carbones du coup qui étaient au bout, si finalement quand je le mets en rond et que je tourne la molécule sans regarder, je ne pourrais jamais les reconnaître. Ils pourraient aussi bien être des atomes de milieu de chaîne que les atomes terminaux que j'avais avant. Donc du coup, pas besoin d'hydrogène là aussi, et vous avez du coup un déficit en hydrogène de 2. Ce qui fait que du coup, chaque fois que vous allez avoir une baisse de 2 hydrogènes de manière artificielle, comme ça, par la formation d'une double, triple ou d'un cycle, il y a ce qu'on appelle une insaturation. Ça veut dire que la molécule ne peut pas être saturée en hydrogène. Il n'aura pas le nombre maximum d'hydrogène par rapport au nombre de carbone qu'il y a dans la formule brute. C'est pour ça qu'on appelle ça une insaturation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle des fois un acide gras insaturé.
dans des molécules, par exemple dans le beurre, qui sont vachement intéressantes, parce que les saturés en fait ne sont pas intéressantes au point de vue métabolique. Bon, après ça je m'égare, mais voilà. Donc du coup, un alcane, ça a toujours un nombre de carbone enfin un nombre d'hydrogène maximum par rapport au carbone. Par contre, dès que vous avez une double, triple ou triple liaison ou en présence d'un cycle, vous changez de famille un petit peu. Alors pas vraiment pour le cycle, mais double ou triple liaison, on passe du coup aux familles des alcènes et des alcynes, dont je ne détaillerai pas pour le moment la constitution, ou par exemple le nom. Ça, j'en parlerai pas cette année normalement. Peut-être alcène, on verra un petit peu, mais pas alcyne. Et le cycle, par contre, on l'a déjà vu en première normalement. Donc le cycle, ça fait partie des cycloalcanes. Ce sont toujours des alcanes, hein, mais qui présentent une insaturation. Et du coup, à la place du nom de l'alcane correspondant, on rajoute juste cyclo devant. Et ça se passe très bien. Donc par exemple, un atome, enfin, une chaîne carbonée de 6, c'est un hexane. Et si jamais il est en cycle, bah, ça s'appelle le cyclohexane, tout simplement. Il n'y a pas de difficulté. Mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Du coup, les alcanes, si vous mettez un cycle, du coup, vous avez ça, donc le cyclohexane ici, par exemple. Là, l'alcyne, ici, vous avez l'éthine. Et ici, vous avez, du coup, une autre molécule un peu plus ramifiée. Donc, du coup, je ne m'aventurerai pas dans le nom, mais si vous voulez le nommer par rapport à la seconde vidéo, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 carbones dans la chaîne principale, donc on part sur un hexane. Vous avez du coup une double liaison entre le carbone 2 et 3, donc du coup c'est un hex de zène. Et vu que vous avez une chaîne secondaire ici composée d'un méthyle, placé sur le 1, 2, 3, 4, 5e carbone, eh bien ça s'appelle le 5-méthyle hexène, hex de zène exactement. Voilà, donc un alcène, un alcyne et un cycloalcane. Première famille qu'on va voir du coup ensemble, la plus facile d'entre toutes, ce sont les alcools. Attention, je parle pas de l'alcool à boire qui est uniquement composé de l'éthanol, que ce soit la vodka, la tequila, le rhum, etc. Ce sont toujours des éthanols, ok. Par contre, dès que je parle d'alcool en général en chimie, c'est dès lors qu'une chaîne carbonée possède un groupement OH quelque part, porté par un carbone, ok. En nomenclature, du coup, on placera le suffixe ol à la fin, et je reviendrai là-dessus sur la seconde vidéo. Et le groupement du coup OH que vous greffez à une chaîne carbonée, c'est ce qu'on appelle le groupement hydroxyle. Donc du coup, c'est ce qui représente une fonction alcool. Groupement hydroxyle, c'est quand vous greffez OH à quelque chose. Si vous avez un ion OH-, c'est l'ion hydroxyde 2, ok. Et dès lors que vous greffez ce OH sur un carbone et que vous avez une molécule carbonée avec un OH porté par un carbone, c'est ce qu'on appelle une fonction alcool. Ok. Voilà. Donc les alcools, après, vous avez une spécificité qui leur est propre, c'est que vous avez plusieurs classes pour un alcool. Bon là c'est une diapo que j'ai piquée à machin chose, la screencast matic, donc désolé les gars si j'ai piqué la diapo, mais elle était bien faite, j'ai pas voulu faire mieux, c'était très très bien expliqué. Donc du coup le groupe hydroxyle qui est ici en rouge, hein, le carbone fonctionnel qu'on appelle aussi carbone alpha, donc c'est le carbone qui porte la fonction. Du coup, ce carbone alpha, il peut porter entre 0 et 3 carbones, vu que la 4e liaison est occupée par le groupement OH. Okay, donc si vous avez 0 carbone, on appelle ça un alcool nulaire, et l'alcool nulaire, il n'y en a qu'un seul dans cette composition, c'est le méthanol. Donc du coup, en général, nulaire, on le dit pas, mais on dit juste, voilà, bah, c'est le méthanol, quoi, c'est son groupe. Dès lors que vous mettez un carbone sur une des 3 liaisons là, qui sont disponibles sur le carbone fonctionnel, bah, vous avez un alcool qui s'appelle primaire, et vous avez donc 2 places pour les hydrogènes apportés sur ce carbone-là. Donc c'est le cas de l'éthanol par exemple. Vous avez aussi des alcools secondaires, où vous avez le carbone fonctionnel qui porte 2 carbones sur lui, et qui n'a donc plus qu'une seule place pour un atome d'hydrogène. Et les alcools tertiaires, du coup, où le groupement alcool est porté en milieu de chaîne ramifié, et donc du coup, bah, vous n'avez aucune place restante pour un atome d'hydrogène, puisque les 3 sites de liaison du carbone fonctionnel sont occupés intégralement par des carbones, en plus du groupement hydroxyle. Voilà. Alors du coup, à quoi ça sert d'avoir un alcool primaire, secondaire ou tertiaire? C'est que ces alcools en fait ne vont pas réagir de la même manière. Autant dans une même famille vous réagissez de la même manière, autant dans la classe d'un alcool, d'une classe à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions. Par exemple, un alcool secondaire et primaire vont pouvoir être oxydés, alors qu'un alcool tertiaire ne le peut pas. L'oxydation, souvenez-vous, en première, nous avons vu que une oxydation consiste au retrait de 2 H, en fait, un sur l'alcool et un sur le carbone fonctionnel, afin de créer une double liaison entre C et O, et de former, dans le cas de l'alcool primaire, un aldéhyde, et dans le cas de l'alcool secondaire, une cétone. On va les revoir juste après.
Donc du coup, bah, vu que l'alcool tertiaire ne porte pas d'atome d'hydrogène sur le carbone fonctionnel, forcément la réaction n'est pas possible. Et donc du coup, l'alcool tertiaire est inoxydable. On passe du coup à la famille suivante, on a parlé des aldéhydes, donc du coup ce qui arrive, c'est ce qu'on forme dès lors qu'on oxyde un alcool primaire. Le suffixe en nomenclature c'est al, on reviendra à ça sur la prochaine vidéo. Le carbone fonctionnel compte dans la chaîne carbonée principale. Quand vous décomptez le nombre de carbone de la chaîne principale, la fonction doit être dans la chaîne principale, mais surtout la fonction en fait qui est composée d'un atome de carbone, cet atome de carbone doit compter dans le nombre de carbone qui sont dans la chaîne principale. Je reviendrai ça et je réexpliquerai bien sûr ça dans la prochaine vidéo. Alors la fonction aldéhyde, selon comment vous regardez le bouquin, la fonction aldéhyde c'est vraiment COH, ok, c'est vraiment le cadre en entier. Par contre le groupement carbonyle c'est juste CO. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai appris, et je l'ai appris avec deux très grands chimistes qui enseignent actuellement, hein, donc du coup qui enseignent tous les deux à la faculté de Marseille d'ailleurs. Donc du coup, fonction aldéhyde c'est vraiment COH, groupement carbonyle c'est CO, parce que le groupement carbonyle en fait est aussi présent sur l'acétone, et l'acétone n'a pas ce H. Donc du coup, vu que c'est le même nom, c'est le même groupement, donc du coup ça doit être CO, et la fonction par contre aldéhyde, elle, fait intervenir ce H. Donc selon les bouquins que vous allez voir, soit ils encadrent tout, soit ils encadrent que CO, mais retenez bien cette spécificité de l'aldéhyde quand même, hein. A l'inverse, du coup, la cétone, elle a un groupement carbonyle aussi. Attention, j'ai fait une erreur, là, c'est pas carboxyle, c'est carbonyle. C'est la même fonction, donc du coup CO. Et par contre, la fonction cétone, elle, c'est vraiment que le C et le O. Ok. La différence qu'il y a entre les deux, bon, c'est déjà en nomenclature, on dit on à la place de al. Le carbone fonctionnel compte toujours dans la chaîne carbonée. Mais surtout, la différence entre les deux, c'est vraiment que le carbone fonctionnel, en fait, est lié deux fois à un O, une fois à un C d'un côté, normalement, à part dans le cas d'une méthanal, où vous avez vraiment deux H chaque côté, ok. Donc le R ici, c'est forcément un atome de carbone, normalement. Et la dernière liaison, en fait, disponible pour le carbone fonctionnel, ou le carbone alpha, eh bien, elle est occupée par un hydrogène dans le cas de l'aldéhyde, et dans l'acétone, elle n'est pas occupée par un hydrogène, elle est occupée forcément par un atome de carbone. Donc dans l'acétone, R et R' ici sont des chaînes carbonées, ça peut être CH3, ça peut être C2H5, ça peut être C3H7, etc., C3H8, pardon, etc., etc. Et le groupement R est forcément aussi CH3, C2H5, etc., etc. Donc c'est soit un méthyle, un éthyle, un propyle, un butyl, etc., etc. Ok ? Dans tous les cas, l'aldéhyde doit au moins avoir une des deux liaisons portées par le carbone fonctionnel qui est occupé par un H, alors que l'acétone ne doit pas avoir de H sur le carbone fonctionnel. Voilà la règle générale. Acide carboxylique, c'est ce qui se passe quand on réoxyde encore une fois un aldéhyde. Souvenez-vous que l'aldéhyde, lui, possède encore une fois un atome d'hydrogène porté par le carbone alpha, donc du coup vous pouvez toujours oxyder, alors que l'acétone, bah, elle n'en possède pas, donc elle est inoxydable. Donc du coup, dès que vous réoxydez un aldéhyde, vous obtenez la fonction qu'on appelle acide carboxylique, et la fonction acide carboxylique, c'est le groupement COOH. Donc C double liaison O et C simple liaison OH. Attention, ceci n'est pas un alcool, bien qu'il y ait un groupement OH, et ceci n'est pas un carbonyle, alors qu'il y a une liaison C double liaison O. Quand vous avez à la fois le groupement hydroxyle et à la fois le groupement carbonyle, qui est porté par le même carbone fonctionnel, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une fonction acide carboxylique, ou du coup un groupe carboxyle. Ok, c'est un atome de carbone qui est plus oxydé encore, donc du coup il ne peut pas porter le même nom. Dès lors qu'on parlera d'acide carboxylique, bon ici c'est l'acide propanoïque par exemple, et bien du coup vous allez avoir un préfixe en nomenclature où il y aura acide. J'ai mis un underscore en haut pour dire qu'il y a un espace, donc il y a vraiment un espace, c'est le seul cas en chimie organique où il y a un espace, sinon il n'y en a jamais. À part dans une autre famille que je présenterai après. Mais du coup, on va bien avoir acide, puis le nom de l'alcane et le suffixe oïque à la fin. Le carbone fonctionnel compte encore une fois dans la chaîne carbonée. Et je vais pas m'aventurer plus loin, sinon j'empiéterai sur la prochaine vidéo. Les esters, c'est une nouvelle famille que vous allez voir cette année avec moi. C'est la molécule qui permet de faire le savon, que je vous ai parlé vite fait à l'oral. Et en fait, l'ester, si vous voulez, c'est un acide carboxylique auquel on a enlevé le H au bout du groupement OH là, et on a rajouté une chaîne carbonée à la place. Voilà, donc du coup, si vous voulez mettre l'ester sous forme réduite, bah, ce serait RC, double liaison O, simple liaison O, R'. Parce que le R et le R' ne sont pas forcément pareils, même si dans cet exemple-là, par contre, bah, R et R' sont égaux.
Donc du coup, comment on nommerait ça? Bah, tout simplement, vous avez le groupement là, COO de l'ester. Vous avez du coup un groupement à gauche porté par le carbone et un groupement à droite porté par le O. Et bien le groupement qui est porté par le carbone, on le nomme en premier. Donc là, c'est un éthane. Mais je me rajoute OAT parce que le groupement COO moins en fait, avant qu'il y ait le groupement CH2, CH3 qui se greffe, bah, ça s'appelle du coup un ion éthanoate. Ça, on l'a vu dans le chapitre acide-base de terminal que quand vous avez un acide carboxylique, bah, du coup, c'est l'acide blabla OIC. Et que la base associée, c'est l'ion blabla OAT. Ok. Donc, du coup, si c'est l'acide éthanoïque, si je cache CH2, CH3 et que je mets un H à la place, c'est l'acide éthanoïque. Donc, si je mets CO-, c'est l'ion éthanoate. Et donc, du coup, il me rajoute en fait une chaîne carbonée secondaire. Et c'est quoi? C'est un éthane. Vu que c'est une chaîne carbonée secondaire, c'est un éthyle. Et donc, du coup, c'est l'éthanoate d'éthyle. Ça, je reviendrai là-dessus lors de la nomenclature. C'est super important. Et de toute façon, je reviendrai aussi en cours le jour J. Parce que la nomenclature de l'ester, vous l'avez jamais vue. Donc, du coup, on la verra bien ensemble. On s'entraînera. Ne vous inquiétez pas. Quelque chose qu'on a vu en cours récemment en terminale, que vous avez vu vite fait en seconde et en première, si vous m'avez. Du coup, ce sont les amines. Les amines, c'est une nouvelle grosse famille de molécules organiques, parce que la chaîne, la fonction principale n'est pas portée, n'est pas représentée par un carbone, elle est représentée par un azote, et c'est très très atypique pour vous. C'est la première fois que vous voyez une molécule azotée, et c'est la première du coup molécule à base d'azote dont vous connaissez la famille, donc c'est la fonction amine. Et la fonction amine, si vous voulez entourer la fonction, c'est toujours le N, ok, l'azote, avec tous les H qu'il porte, ok. Donc ici, j'ai pas entouré le CH3 qui est à côté. Si j'avais un deuxième CH3 en bas, là j'entourerais que NH. En gros, c'est vraiment, la fonction amine, c'est vraiment le N avec les H qu'il y a autour. Et du coup, si on vient greffer un groupement NH2 par exemple, ou NH, bah voilà, le groupement qu'on va greffer, le groupement qui représente la fonction amine, on appelle ça le groupement amino. Ok. Donc amino quand on est sur un groupement secondaire, et amine si vous voulez faire du coup une nomenclature à base de suffixes. Donc par exemple ici, vous avez un méthane, vous avez un groupement amine qui est au fond, bah du coup c'est le méthanamide par exemple. Méthanamine. Voilà. Donc par exemple, tous ceux qui me posent la question de la méthamphétamine, bah en fait, méthamphétamine, c'est un groupement N quelque part, c'est un groupement, une fonction amine quelque part, vu que vous entendez amine à la fin. Ok. Donc il y a un meth, un CH3, en fait, qui représente une molécule dont je ne connais pas la dénomination, et amine à la fin, donc du coup il y a sûrement un NH2 ou un NH au bout. Ok. Alors, une amine, ça a une classe aussi. Donc, si vous avez un amine nullaire, donc qui ne porte pas de C sur l'azote fonctionnel, et bien du coup, on a ce qu'on appelle l'ammoniac, donc NH3. Donc, c'est comme le méthanol pour l'alcool. Là, vous avez l'ammoniac, donc NH3. Dès lors que vous avez un CH3 qui est porté par l'atome d'azote, ce qu'on appelle une amine primaire, dès que vous avez deux groupements carbonés portés par l'azote, comme ici, bah, vous avez une amine qu'on appelle secondaire. Et dès lors que vous n'avez aucun hydrogène sur le N et que l'entièreté des sites sont occupés par des chaînes carbonées, on appelle ça un amine, ou une amine, vous pouvez dire les deux, une amine tertiaire. Moi j'ai plutôt une, mais un amine ça me choque pas, donc on s'en fout si c'est féminin masculin pour vous. Je pense que c'est féminin. À vérifier. Les amines, du coup, en termes de nomenclature, on s'aventurera pas très loin. Je pense qu'on fera juste des amines primaires en tant que nomenclature. Dès qu'on commence par amine secondaire, tertiaire, il va falloir incorporer une nouvelle notation. Donc du coup des N, N', etc. que je pense pas qu'ils soient au programme, je vais vérifier. Mais normalement, je pense que c'est hors programme pour vous. Si vous êtes vraiment intéressé, bien sûr, j'en ferai état dans la prochaine vidéo. Mais je le mettrai à la fin, du coup, et vous pourrez couper avant pour ceux qui ne sont pas intéressés. Mais répondez-moi en commentaire, tiens, si ça vous intéresse de savoir comment on nomme une amine. Sachant qu'il va falloir que je me remette à jour dessus, parce que l'amine, ça fait longtemps que je n'avais pas nommé. Enfin, là, vous avez une nouvelle classe, donc c'est les amides, c'est pas les amines. Hein. Là, en haut, j'ai pas changé le titre, je me suis trompé. C'est des amides 2. Alors, amide, ça fait penser à acide et à amine. Eh bien, c'est exactement ça, c'est le mélange entre un acide et une amine. Donc, du coup, à la place d'avoir une liaison COO et OH en bas, pardon. Donc du coup, au lieu d'avoir un groupement COH, donc d'avoir C double liaison O et OH en bas, bah vous avez C double liaison O et vous avez un NH2 qui traîne en bas. Et du coup, le groupement amine va venir remplacer le groupement alcool dans la fonction acide carboxylique.
Et donc, au lieu d'avoir un acide carboxylique, vu que c'est plus pareil, eh bien vous avez une fonction amide. Et la fonction amide, elle est très importante parce que pas mal utilisée en biologie d'ailleurs, et dans pas mal de choses. D'ailleurs, si vous prenez un, comment dire, un acide carboxylique et que vous le faites réagir avec un amine, il y a possibilité de former un amide, il me semble. Mais du coup, vous savez que l'acide carboxylique, il y en a plein dans le corps humain. Il y avait pas mal de... D'ailleurs, vous êtes dans les fourmis aussi, hein, l'acide formique, hein. Et si vous le faites réagir avec un amine, qui sont du coup des molécules du vivant, je vous rappelle que l'acide aminé, par exemple, c'est ce qui a un acide d'un côté et un amine de l'autre. Donc du coup, la réaction entre deux acides aminés peut former du coup des groupements amides. Et ça, ce serait super important pour ceux qui ont pris SVT en plus de physique-chimie en spécialité. Voilà. Donc du coup, je vous ai présenté vraiment toutes les molécules qui pourraient intervenir dans le lycée et dans le supérieur, sachant que les fonctions supplémentaires n'apparaissent qu'avec l'apparition d'un nouvel atome ou d'un nouvel hétéroatome. Je vous ai juste pas présenté tout ce qui était chloro, iodo et bromoalcane. Donc c'est juste des alcanes auxquels vous avez substitué un atome de chlore, d'iode ou de brome à la place d'un hydrogène. Je vous en parlerai le temps venu, parce que c'est assez intéressant sur des réactions bien spécifiques, mais ça n'a aucun intérêt en termes de réactivité, enfin de nomenclature là aujourd'hui ou de fonction. C'est juste que voilà, vous avez un chlore, un brome ou un iode quelque part. Voilà, il faut juste savoir que ça s'appelle un halogénoalcane, c'est tout. Voilà, donc, du coup vous avez tout, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois du coup je fais la nomenclature, mais il va me falloir un peu plus de temps pour préparer la vidéo parce qu'il y a beaucoup de schémas à faire, et donc du coup ça me prend pas mal de temps. Sur ce, bon week-end à vous et bon travail en ces temps de changement de bac. Voilà, à la semaine prochaine.